Celle-ci, elle est pile le plus moche de l'univers. Il est parfait. Alors, en fait, j'ai reçu plein de commentaires de vous, tout le monde. Notamment un certain nombre d'entre vous qui venaient d'avoir votre bac et qui allaient rentrer en licence de japonais. Et il y avait plein de petites questions et je me suis dit autant faire une vidéo qui englobe un peu tous les conseils que j'ai à te donner. Comme ça, ce sera un peu plus centralisé comme source d'information. Donc aujourd'hui, le thème c'est les conseils que j'ai à donner pour les étudiants fraîchement débarqués en licence de japonais. Je suis aussi en train de me résoudre à devoir acheter un micro parce que le son de mes vidéos est dégueulasse et j'arrive pas à faire qu'il soit assez fort sans que ça sature. Du coup, je vais devoir dire adieu à 100 balles dans pas longtemps. Mais en attendant, on va faire sans micro tout court. Bon, les conseils maintenant. Alors, j'ai pas vraiment fait de liste, donc je vais partir dans tous les sens. Mais mon premier conseil, en fait quand vous allez arriver à la fac, ça va être un super gros changement de rythme par rapport au lycée. Parce que y a beaucoup moins de cours dans la journée. Il y a des horaires de cours qui sont parfois super merdiques, du genre un cours à 8h du matin, le prochain à 15h. Globalement, c'est pas du tout la même gestion du temps, que ce soit temps de cours ou temps de travail personnel. Je me souviens, avant d'avoir commencé la licence de japonais, je lisais la brochure qui présentait comment ça se passait les cours et tout, et les recommandations des profs. Et sur la brochure, les profs avaient écrit qu'ils estimaient qu'il fallait à peu près le double en temps de travail personnel que de travail en cours. Donc ça voulait dire que si on avait 13 heures de cours par semaine, il fallait qu'on travaille 26 heures perso à la maison. 26 heures, c'est beaucoup. Ça fait plus de 3 heures par jour. De manière plus réaliste, je pense pas qu'il y a besoin de bosser 3 heures par jour parce que je n'ai jamais bossé 3 heures par jour. Par contre, il faut savoir bosser beaucoup pendant certaines périodes. Savoir se faire violence un petit peu. Et quand on arrive les semaines de partiel, il faut bosser 6 heures, 8 heures par jour. Sinon, bah, on risque de devoir sacrifier des matières en fait. Et je vois que beaucoup d'entre vous, voire la totalité, voulaient partir en échange au Japon. Si vous sacrifiez des matières, ça va pas marcher. Ce qu'il faut, c'est avoir des bonnes notes dans à peu près tout. Après, bien sûr, il faut faire une liste de priorités, mais bon. Et du coup, avec tous ces changements d'emploi du temps, là, comment bien gérer son temps? Bah, je vous conseille déjà, si vous n'en avez pas, de vous faire un agenda. Et pas un agenda au jour le jour, c'est-à-dire les agendas qu'on achète où il y a une page par jour. Des agendas où on voit plutôt à la semaine ou plutôt au mois. Parce que c'est vraiment pratique et aussi c'est un endroit où vous pouvez faire les listes des trucs que vous avez à faire et les rayer au fur et à mesure. Ça donne vraiment une organisation visuelle très très claire. Ça m'a sauvé la vie pas mal de fois parce que je ziotais simplement mon agenda et je me suis dit genre oh merde, il y avait ça qu'il fallait que je fasse. Puis je l'avais pas fait. Du coup ouais, pour la gestion du temps, mon premier conseil c'est de vous prendre un agenda, vous faire un agenda, imprimer un agenda, je sais pas, mais trouver un agenda. Ça c'est bien. Autrement, c'est bien aussi d'essayer de se créer un espèce de rituel le matin ou le soir par exemple, où vous vous bloquez une certaine quantité de temps où vous devez faire une liste de tâches dedans. Comme exemple, je peux vous donner ma routine du matin. Je me lève 2 heures avant le début du cours. J'ai un quart d'heure où je bois mon café en lisant des trucs sur internet, sur Facebook, Twitter, tout ça. Et puis après, je bosse pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. Après, je prends une demi-heure pour me maquiller et grignoter un truc. Et après, je prends une demi-heure pour aller à la fac. Et ça, comme je le fais tous les jours, bah, ça veut dire qu'au minimum, j'ai bossé une demi-heure, 3/4 d'heure tous les jours, sans exception. Et bah, n'empêche que une demi-heure, 3/4 d'heure tous les jours, ça fait quand même 6 heures de boulot par semaine, quoi. Ce qui, sur les 26 heures de boulot que vous devez faire, bah finalement, ça en enlève un sacré paquet. Parce que du coup, au lieu d'avoir 3 heures de boulot à faire tous les soirs, vous n'en avez plus que 2. Mon calcul était très faux, mais vous voyez, genre... Et mal au cul, j'aurais dû me prendre un coussin, je suis à même le parquet là. Oh, voilà. Alors, deuxième conseil maintenant, je suis plus au milieu. Deuxième conseil, qu'est-ce que j'ai comme deuxième conseil? Je viens de me rappeler d'un truc en fait qu'on m'avait pas expliqué avant que je commence la fac et du coup je comprenais rien. Du coup je vous explique rapidement. Ça c'est vraiment pour ceux qui sortent du lycée parce que si vous avez fait quoi que ce soit comme formation vous savez ce que c'est. C'est qu'est-ce que c'est un CM, qu'est-ce que c'est un TD, qu'est-ce que c'est un TP. Alors si votre licence de japonais est foutue comme la mienne à Lille, il n'y aura pas de TP. Parce que les TP c'est pour travaux pratiques et il n'y a pas de TP en fac de lettres. En général
cours de TP, c'est plutôt des trucs sur des ordinateurs ou des trucs où on fabrique des machins, ce genre de choses, comme les TP que vous aviez au lycée. Donc ça, vous savez ce que c'est. Les TD, il y a TD et groupe de TD, c'est deux choses différentes. Groupe de TD, en fait, c'est juste votre classe. Ça s'appelle comme ça plutôt que classe, je sais pas pourquoi, c'est un peu crétin. Et par contre, ce sera des classes où vous serez beaucoup plus que quand vous étiez au lycée. En première année, j'étais dans le dernier TD, le TD3. On était plus petit TD parce que justement on était celui qui était de la fin de la liste et on était quand même 60. Et puis sinon un TD en soi, en fait c'est juste un cours. C'est un cours où il y a le prof qui parle, qui écrit des trucs au tableau, on peut lui poser des questions et tout et tout. C'est un cours qui est vraiment fait au même format que les cours de lycée. Donc c'est pas le genre de cours où vous laissez parler le prof pendant 1 heure et puis vous dites rien. Ça, c'est plutôt les CM. Et encore, parce que les CM c'est des cours magistraux, c'est des cours en amphi en général. Et les CM, moi je pensais que c'était le genre où on n'entend que dalle si jamais on n'est pas dans les 3 premiers rangs et on n'arrive pas à lire le tableau et le prof il lit sa feuille ou alors il a un diaporama et en gros on peut... Le genre de cours le plus chiant du monde où il n'y a aucune interaction entre le prof et les élèves. Avec toutes les expériences que j'ai eues, que ce soit en licence de japonais ou en DUT informatique, on peut quand même poser des questions au prof. Évidemment, selon comment l'amphi est plein, le prof va garder plus ou moins de temps pour répondre aux questions. Et puis sinon, on peut toujours aller voir à la fin du cours pour poser des questions plus en détail, quoi. Comme ça, il y a vraiment le temps de répondre. Et on peut aussi parfaitement demander au prof de rembobiner son diaporama si on n'a pas eu le temps de tout noter. À moins d'être vraiment au fond de l'amphi et de voir pas très bien, c'est difficile de pas réussir à lire ce qui est marqué sur le tableau. Je fais partie de la catégorie qui voit pas très bien. Du coup je me mettais devant ou alors je demandais à quelqu'un à côté de me lire ce qu'il y avait marqué au tableau. Ça s'arrêtait là. Non, les CM ça n'est pas aussi effrayant que ça en a l'air en fait. Si vous vouliez une fac de médecine ce serait super différent. Mais là pour les licences de lettres, il n'y a pas de souci à se faire. Autrement pour le déroulement des cours, je voulais rapidement parler de comment ça se passe les cours d'oral. Puisque vous aurez tous, peu importe la fac je pense, des cours de pratique de l'oral. Si vous êtes quelqu'un de timide, quelqu'un qui n'aime pas beaucoup parler en public, qui n'aime pas beaucoup lever la main et participer en cours, ça sert presque à rien en fait d'aller à ce genre de cours. Parce que finalement vous n'allez pas en tirer parti vu que c'est un environnement qui est fait pour la discussion et si vous ne participez pas au cours, bah finalement vous êtes vraiment là sans apprendre, vous êtes là un spectateur et vous êtes là sans gagner en compétences du tout. Je pense que si vous voulez pas perdre votre temps, il faut sortir de votre zone de confort et il faut vraiment prendre vos courages à deux mains et prendre l'habitude de participer en cours. Je sais qu'évidemment c'est plus facile à dire qu'à faire et en plus je suis pas dans le tempérament timide, du coup j'ai pas franchement de conseils que je peux vous donner vu que j'ai toujours toute ma vie participé en cours et je sais pas ce que ça fait que d'avoir peur. Ce que je peux vous dire éventuellement c'est vous rappeler que tout le monde fait des erreurs. Que quand on apprend quelque chose il n'y a pas d'erreur stupide, il n'y a pas de question stupide. Et si vous pensez que votre question elle est stupide, bah je sais pas, par exemple discutez-en avec vos potes avant de la poser à l'oral par exemple. Parce que c'est toujours plus facile d'avoir un peu la honte avec ses potes que d'avoir la honte avec son prof quoi. Ça je comprends parfaitement par contre. Mais une question stupide n'a jamais tué personne et je suis la première à penser ça parce que des questions stupides moi j'en pose vachement souvent. Le pire qui peut se passer c'est que ça fasse rigoler tout le monde et dans ces cas là bah les gens passent un bon moment grâce à moi sans faire exprès. C'est quelque sorte. Faut pas prendre mal en fait quand les gens rigolent de vous. Et ça c'est quelque chose que j'ai eu énormément de mal à apprendre mais je me rends compte que depuis que j'arrive vraiment à relativiser et que je me dis bah ils se moquent de moi c'est pas grave. Et ben je suis presque jamais vexée en fait maintenant. Je suis partie un peu sur une tangente là mais ouais c'était quelque chose que je pense qui est important de dire. C'est le ridicule ne tue pas, il n'y a pas d'erreur bête, il n'y a pas de questions stupides. Et participer en cours sinon en gros les frais de scolarité que vous payez, il y a la moitié qui disparaît dans la nature parce que vous n'avez pas réussi à apprendre la totalité de ce que vous pourriez apprendre avec le cours. Vous laissez filer entre vos doigts toutes les occasions que vous avez de parler japonais. Donc faites attention à ça.
Et je dis ça en plus en connaissance de cause, puisque toute ma L2, j'ai pas sorti un mot en cours d'oral. Et là, dans moins d'un mois, je pars au Japon. Et je me dis, merde, comment je vais faire pour parler là-bas quand j'arriverai quoi. Je suis un petit peu en train de flipper. Je suis contente, mais je suis un peu en train de flipper. Bon, du coup je retourne à mes conseils. On est au troisième. Troisième conseil que j'ai, quand vous arrivez à la fac, quand vous arrivez dans votre premier cours de TD, c'est discuter avec les gens à côté de qui vous êtes assis. Essayez de ne pas vous asseoir tout seul dans un coin, c'est mieux. Et essayez d'engager la conversation, même si c'est genre regarder les dessins de la trousse du mec et lui dire ah tiens c'est quoi ce personnage machin, ou c'est toi qui as dessiné ça, ce genre de truc quoi. Sinon il y a aussi les groupes Facebook des licences dans lesquelles vous allez, que vous pouvez trouver en cherchant simplement dans la barre de recherche de Facebook, où vous pouvez poster des messages et essayer de commencer à discuter avec les gens qui sont déjà là-bas, ou alors les futurs étudiants, parce que souvent il y a d'autres gens qui ont posté des annonces comme ça où ils voulaient rencontrer des gens. Ça c'est vraiment bien parce que ça vous permet d'avoir un réseau dès que vous arrivez quoi. Si jamais vous trouvez pas la salle le premier jour, vous avez quelqu'un à qui demander. Ça m'est arrivé. Une autre chose pour laquelle ça peut servir aussi, c'est quand vous loupez des cours et que l'année n'est pas encore vraiment commencée, donc c'est genre les premières semaines, vous pouvez demander à quelqu'un de vous filer ses notes ou de vous dire quel chapitre du bouquin vous avez vu en cours, ou ce genre de choses qui est vachement essentiel et qui change vachement du lycée, parce que finalement le lycée vous pouvez aller voir le prof et lui demander. Là, aller voir le prof dès le début en disant ah j'étais pas là au cours, ça fait super mauvaise impression quoi. Et les profs ils s'en foutent en fait des gens qui ratent leur cours. À moins que vous arriviez en troisième année et qu'ils arrivent à se souvenir enfin de vos prénoms. En gros, en première année, les profs ils s'en tapent complètement de si vous êtes là ou pas là. En fait, c'est ça. En première année, il faut partir du principe que les profs ils vont jamais se souvenir de vous et qu'il y a que arrivé en deuxième année qui vous considèrent comme des individus en entier. Parce que la première année de japonais, il y a un taux d'échec faramineux. En gros, il y a des personnes, on les voit le premier jour, on les voit plus jamais. Il y a des personnes, on les voit la première semaine, on les voit plus jamais. Il y en a d'autres qui tiennent jusqu'au premier contrôle continu, donc mi-octobre, et après on les voit plus jamais. Il y en a qui restent jusqu'au partiel de janvier, ils les passent et tout, on les revoit même pas. Et puis grosso modo la dernière hécatombe c'est quand les résultats du premier semestre tombent. Et du coup ça fait que quand j'étais en première année, on était 160 inscrits au début. On a fini l'année à 60, dont environ 14 personnes qui allaient en cours les dernières semaines. Mes derniers cours de grammaire de première année, on n'avait pas assez de livres parce que les gens n'avaient pas acheté tous le livre. Du coup, on se mettait avec 3 livres, dont celui du prof, tout autour de la table du prof et on discutait de grammaire japonaise comme ça. Parce qu'on était, on était 6, 7, 8 en cours, grand max. Et ça, c'était un des TD. Il y avait le deuxième TD qui avait des gens aussi, des fois. Donc oui, c'est pas étonnant finalement avec ce taux d'échec là que les profs s'attachent pas spécialement aux gens. Je brille. Par contre, si arrivé à la fin de la deuxième année, les profs se souviennent toujours pas de votre nom, ça craint du boudin. Parce que ça veut dire que vous participez pas à son cours en fait. Donc c'est un relativement bon indicateur comment vous vous situez dans la classe. Ça donne aussi un bon indicateur de s'ils vont plutôt vous favoriser ou pas pour l'échange au Japon. Puisque c'est évident qu'ils se rendent beaucoup plus de la motivation des gens quand ils connaissent les personnes que quand ils les connaissent pas et qu'ils les voient jamais en cours. Donc faites gaffe à ça. Une quatrième observation, parce que finalement c'est pas vraiment des conseils que je vous donne en fait, c'est juste genre je vous explique des trucs. Donc ouais, quatrième point que j'avais à faire, c'est au niveau des notes qu'il faut pour l'échange au Japon et des notes de manière générale en licence de japonais. Évidemment ça change de licence à licence, mais grosso modo je pense que c'est quand même valable pour à peu près toutes les facs. Si vous visez 20 de moyenne, vous allez être très déçus. Puisque l'équivalent de 20 pour beaucoup de profs en fac, c'est pas 20, c'est 14. Donc si vous avez 14 avec ces profs là, c'est comme si vous aviez 20. Le problème c'est que c'est marqué dans votre moyenne que vous avez 14 de moyenne, pas 20 de moyenne.
Et autant c'est possible d'avoir 20 au bac, encore que c'est très difficile, autant c'est vraiment impossible d'avoir 20 de moyenne à la fac. Parce qu'il y a vraiment des profs qui ne mettent jamais au-dessus de 15. On m'a posé les questions de mes notes l'autre fois, donc je vais vous les donner parce que c'est pas spécialement secret défense. J'ai eu 16 et 15 en première année, j'ai eu 14 et 11 en deuxième année et j'ai eu 13 et demi aux 2 semestres en troisième année. Et j'ai eu 14 en deuxième année parce que je suis passée au rattrapage, donc j'ai eu plus de temps en fait pour bosser. Parce que j'étais tombée malade au milieu des examens, du coup j'avais pas réussi à valider mon semestre. Donc j'avais travaillé tout le mois de mai, et puis bah j'ai eu des bonnes notes. Mais le 11 de moyenne au quatrième semestre là, enfin j'avais eu presque 12 quand même. J'avais eu 11,89. Faut pas minimiser le truc. Mais du coup, ouais, 11,89 en fait, c'était vraiment le maximum que je pouvais avoir à ce moment-là. La raison pour laquelle j'ai réussi à remonter en troisième année, c'est parce que j'ai demandé aux profs des cours en plus, des cours de rattrapage, parce que par exemple j'étais une cata en littérature en deuxième année. Là je rentre en master de littérature donc ça va mieux. Encore que je me tape encore des 8 sur 20, comme ça vient d'arriver. Parce que bah y a juste des fois, c'est pas toujours parfait ou c'est pas toujours ce que le prof attend. Il y a quand même beaucoup le côté à la fac faire plus que le prof attend de vous que sa propre opinion du truc. On va vous demander de ressortir le cours, on va vous demander de ressortir les méthodes du cours et c'est vraiment votre capacité à appliquer ce qu'on vous a appris qui va être noté plus que le contenu lui-même. Et donc c'est pour ça que je suis pas toujours très bien notée en littérature. Mais pour revenir aux notes du coup, visez en fait à être pris en master pour partir en échange. Même si vous voulez pas vraiment faire un master, il faut grosso modo le même niveau que si vous alliez en master. Pour ma fac c'était 12 de moyenne et une bonne motivation. Pour d'autres facs c'est peut-être différent. Mais d'un autre côté, tout ça est relatif parce que finalement ça dépend du nombre de places qu'a votre fac en échange. Ça dépend de si vous avez l'air motivé ou pas. Ça dépend de si vous vous entendez bien avec les profs ou pas. Ça dépend de si votre projet il est béton ou pas. Ça dépend si vous avez l'air d'avoir de la bonne volonté. Ça dépend de plein de trucs que je sais pas. C'est un peu la loterie. Mais 12 de moyenne c'est un bon indicateur. Après faites plus que 12 de moyenne au maximum. Si vous pouvez passer le JLPT, c'est mieux. J'attends d'avoir un niveau N2 et je passerai le N2 et probablement je le passerai à la fin de l'année prochaine. Je crois que c'est tout au niveau des conseils que j'avais. Sinon, en fait, ça rejoint un peu ce que j'ai déjà dit dans la vidéo où je parle de la licence de japonais de manière plus générale. Oubliez pas que aussi vous allez à la fac, c'est pas 100% pour travailler dur. Et donc profitez un peu de la vie étudiante aussi, profitez de, genre des tarifs étudiants pour aller faire des trucs je sais pas, aller au ciné. Et puis aussi c'est aussi une période de votre vie où vous vous construisez en tant que personne, où vous devenez petit à petit adulte, vous apprenez à prendre des responsabilités. Et donc je pense que c'est important pour votre construction personnelle d'expérimenter autant que possible quoi. Je me suis dit en arrivant en licence que il fallait absolument que je saisisse toutes les opportunités que j'avais. Et donc j'ai passé 3 ans à dire oui à absolument tout ce qu'on me demandait de faire ou tous les projets auxquels on me demandait de participer. Et en fait ça a fait que j'ai l'impression d'avoir vécu à 300 à l'heure, mais d'une façon vraiment positive. Et j'ai appris en 3 ans un milliard de trucs en plus de ce que j'ai appris en cours. Parce que j'ai saisi les opportunités et je me suis dit bon je sais pas faire ça, la personne elle me demande de savoir faire ça alors je vais apprendre à faire ça et puis je vais le faire avec elle. Et cette chaîne YouTube par exemple fait partie des choses que j'ai appris à faire. Tout ça pour dire que je vous encourage à vous investir dans vos études, à vous investir dans votre vie sociale, à vous investir dans la vie étudiante de manière générale, à monter des projets, à aller voir les associations, vous savez ces petites idées que vous vous disiez au lycée genre ah j'aimerais bien faire ça, et bah faites-le maintenant parce que c'est le moment de la vie où vous avez le plus de temps libre et le plus d'autonomie possible. Une fois que vous aurez un boulot, bah ce sera un peu plus difficile de dégager du temps pour ça, alors que quand vous êtes étudiant, vous pouvez faire tout ça. Donc sur ces bonnes paroles,
je vous laisse là. Et puis du coup je vous retrouve dans une nouvelle vidéo lundi prochain. Sans faute. Salut.